Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un véhicule que l'on ne trouve plus aujourd'hui, si ce n'est sur Le Garage PTS. La voiture en question ici, c'est une Opel Vectra de première génération. Si vous en avez marre de voir des 205 et des Golf sur les réunions de Youngtimer, regardez les Opel Vectra, ça peut être pas mal pour vous. C'est une voiture qui est complètement différente, c'est une voiture qui a quasiment disparu de la circulation et pourtant ils en ont vendu une tonne chez Opel de cette voiture. L'Opel Vectra A, c'est la berline familiale de chez Opel, la concurrente de la Renault 21, la concurrente de la Peugeot 405 pour les voitures françaises ou la BX évidemment. L'Opel Vectra, on va aller faire un petit tour avec tout à l'heure, on va aller l'essayer sur la route et là pour le moment on va parler un petit peu de cette voiture. Opel Vectra, première du nom, donc la Opel Vectra A succédé à l'Opel Ascona, l'Opel Ascona qui était l'ancienne berline familiale mais vraiment archaïque de chez Opel. C'était une voiture à propulsion, c'était une voiture assez basique dans sa définition, dans sa finition. Alors après elle avait un certain nombre d'avantages de voitures allemandes dans sa qualité de construction, etc. Ils avaient également des prix qui étaient très agressifs, donc ce qui leur permettait d'écouler des voitures aussi bien sur le marché français que européen entre autres. Mais la révolution chez Opel, c'est en 1988 au salon de Francfort en 88, donc à la fin de l'année 88, ils ont présenté l'Opel Vectra, donc qui était quelque chose de totalement nouveau pour eux, avec ils ont voulu se donner un maximum de chances pour avoir du succès commercial et donc cette Vectra que vous avez sous les yeux, alors celle-ci c'est une phase 2, la phase 1 est sortie en 88 et on a eu une carrière jusqu'en 1995 avec beaucoup de motorisation. Opel pour se garantir le succès a voulu multiplier les carrosseries et a également multiplié les motorisations, que ce soit essence, diesel. On va pas tellement en parler parce que les diesels c'était pas des diesels Opel, c'était des motorisations inintéressantes on va dire, hein. C'était de la 1,7 diesel et turbo diesel, ça plafonnait à 82 chevaux, enfin bref, aucun intérêt particulier. Et là la version ici qu'on a sous les yeux, donc pour présenter la Vectra, c'est une version 2 litres injection, donc c'est écrit sur le coffre arrière. On va aller voir ça tout de suite. Donc vous voyez 2 litres injection Opel, donc Vectra 2 litres injection, le logo Opel de l'autre côté, donc c'est une ligne très discrète de ce côté là. Et la finition, donc c'est une finition intermédiaire plus je dirais, donc c'est la finition GLS et on retrouve les dénominations GLS sur les ailes avant. Pour rappel, donc la Vectra est sortie donc avec un 1,4 litre très peu puissant qui dérivait de l'1,3 litre en 8 soupapes de l'Ascona qui faisait autour de 75 chevaux. Après on a eu de l'1,6 litre qui faisait alors selon les années etc, ça faisait entre 80 et 80 chevaux. Ensuite on a eu quelques 1,8 litre qui pareil étaient sur du 90 chevaux. Le 2 litres ici présent 115 chevaux qui donc était le moteur on va dire réellement intéressant, enfin qui commençait à être intéressant sur la Vectra. Ensuite, on a eu la Vectra GT qui était la dénomination sportive, hein, qui ont rentré dans le sport parce que la Vectra a une belle carrière sportive et pas mal de modèles sportifs. On va essayer d'en parler. La Vectra GT, donc 129 chevaux. Ensuite, soit la 2000, soit la GSI 16. Enfin, il y a eu beaucoup en fonction des pays, etc. On a eu pas mal de dénominations. Ces voitures-là faisaient 150 chevaux. Ensuite, sur les dernières séries, on a eu quelques V6 170 chevaux, des V6 partagés avec Saab. Et en très haut de gamme, on a eu la Turbo 16 4x4 qui a été le fleuron de la Vectra. Donc c'est une voiture vraiment intéressante à plus d'un titre. Donc déjà dans un premier temps, la ligne quand la voiture est sortie, c'était une ligne qui était, alors aujourd'hui certains vont dire qu'il est désuet, mais c'est une ligne qui représente vraiment le côté Youngtimer. On a une voiture très carrée, très classique, des proportions qui sont plutôt bien faites. Moi, alors la Vectra en phase 1, j'ai jamais trop aimé. La phase 2 comme ici, je sais pas pourquoi, j'ai toujours plus ou moins aimé cette voiture. Je trouvais qu'elle avait plutôt du cachet, du style. On y voyait une vraie différence. Surtout
sur les versions à coffre, parce qu'on avait deux carrosseries sur les Vectra. Ici c'est la version à haillons, mais on avait également possibilité d'avoir, alors en France c'était moins vendu que dans le sud de l'Europe, mais on pouvait avoir la version à malle arrière qui agrandissait un peu la voiture. Je sais pas, j'aimais bien moi la Vectra avec les versions coffre, mais la Vectra c'est une voiture dans sa première génération que j'ai toujours plus ou moins aimé. Dans son style, dans son dessin, un côté un peu robuste avec des grosses baguettes, des gros pare-chocs, des feux assez imposants. On avait les rétroviseurs qui étaient bien plaqués à la carrosserie. Donc tout ça, toutes ces choses-là, c'était pas fait pour être futile, c'était fait pour être utile. On avait une très bonne pénétration dans l'air dans ces Opel de ces générations-là. Ils ont toujours étudié ça. Et pour gagner en performance, vitesse de pointe, très important sur le marché allemand, la vitesse de pointe par rapport à leurs autoroutes illimitées, mais également ses bénéfices à la consommation de carburant, et on va parler de ça tout à l'heure quand on va l'essayer. Donc la première génération de Kadett avait droit à donc une calandre qui ressemblait plus à une calandre non peinte, qui était en général de couleur grise, plus fermée que celle-ci. Là ils ont ouvert un petit peu, pareil ils ont ouvert la partie basse du pare-choc avant, donc ça faisait partie des bases du restylage. Sur la partie arrière, on avait même certaines Vectra qui avaient des clignotants orange devant, et sur la partie arrière les feux avaient sur ces séries 2 l'aspect un peu plus globuleux, mais globuleux interne. Là on peut voir ici, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas moi je le sens à la forme. Ici on a une partie qui est très plate, et là hop ça reprend une forme, alors que sur les autres ça faisait plutôt plat. Et donc là on avait les feux arrière de la phase 2. Coffre arrière est mal fermé, je pense. Ouais, c'est ça, il était mal fermé. C'est de la bonne charnière, c'est de la bonne porte sur ces Vectra. Donc les feux arrière étaient très légèrement différents sur les phases 2, les feux avant également, la calandre. Donc c'était quelques touches qui amélioraient un petit peu la voiture. Et donc sur ces versions GLS, qui étaient, je le disais tout à l'heure, des gammes un petit peu supérieures, on avait le droit sur les parties extérieures aux anti-brouillard avant intégrés dans le pare-choc. On avait le petit jonc chromé, le pare-choc qui était peint. Sur les versions de base on n'avait pas le droit au pare-choc peint, on n'avait pas le droit non plus au jonc chromé. Les rétroviseurs peints, je suis pas sûr, mais bon, peut-être qu'on avait les rétroviseurs peints. On avait droit aux jantes en alliage. Donc pareil, avec un design assez étudié pour l'aérodynamisme, hein. On est sur des jantes alliage en 15 pouces avec des pneus à flanc haut. Donc ça c'est le style années 80-90. Pareil, on peut voir la suite du pare-choc chromé, enfin du jonc chromé sur le pare-choc plus la peinture. Donc on avait une finition complète sur la partie extérieure. Sur les versions de base on n'avait pas des voitures aussi sympathiques, hein. Et après les versions CD pouvaient je pense que les versions CD d'ailleurs avaient les rétro-peints, mais là bon, on est sur du détail. La version CD et ensuite CDX, ils ont fait les CDX sur les dernières séries de Vectra de cette génération là, qui représentaient le top du top. Je vais pas parler des versions sportives qui elles avaient un kit carrosserie etc, qui était vraiment différent pour le coup. Quand j'ouvre la porte de cette Vectra, je sens que j'ai quelque chose d'allemand, malgré le prix assez contenu de ces voitures-là. De mémoire, c'est un modèle comme ça en 2 litres automatique, parce que j'ai pas précisé, c'était une version à boîte automatique. C'était à peu près 120 000 francs de l'époque. J'ai pas fait la conversion, je vous la mets là, machin. La conversion en euros constants, et puis je vais vous mettre aussi le tarif de la concurrence pour par exemple une 405 S-Série phase 2 automatique, pour vous donner le ratio. En général, les Opel étaient plutôt bien placés en termes de prix équipement, et malgré ça on avait une qualité de construction. Là quand je ferme la porte, je sens que ça claque lourd, donc c'est bien de ce côté là, à l'allemande on va dire. Donc ces Opel Vectra, elles avaient donc sur ce modèle 94, c'était la dernière année de fabrication des Vectra avec les volants 3 branches sans airbag, qui sont beaucoup plus jolis, puisque après chez Opel ils sont passés à un volant 4 branches avec airbag, que je trouve plutôt moi mal dessiné. Là on avait un volant qui était plutôt sympa, qui s'accordait bien avec la voiture.
Et j'en ai pas parlé là jusqu'à maintenant, mais la Vectra partageait aussi la base technique et son châssis et l'intérieur avec l'Opel Calibra, qui était le coupé à succès des années 90 et qui a fait beaucoup de mal aux coupés japonais à l'époque, les japonais étant les quasi seuls vendeurs et les références du coupé populaire, je dirais. Et donc Opel avait marché sur les plates-bandes des japonais avec leur Calibra, et donc la Calibra obtenait exactement la même planche de bord que cette Vectra, puisque la Vectra et la Calibra étant les mêmes voitures, une en 2 portes, une en 4 portes ou 5 portes, comme ici. Donc qualité de fabrication sérieuse, bien construite. Alors on n'est pas non plus sur de la qualité BMW, encore qu'il y a certains éléments qui, des fois sur les BM, qui sont pas non plus, qui sont pas top, mais bon, on va dire qu'on est un petit peu en dessous, je trouve, en qualité de fabrication que les BMW et les Mercedes de la même époque, hein. La voiture donc est de 88 à 95 en termes de production. Le tableau de bord a, je crois de mémoire, pas changé sur toutes ces années. Il est resté strictement identique. Il pouvait varier en fonction des options et des équipements, mais ces Vectra là n'ont pas changé de tableau de bord. Et sur 88 à 95, chez les Allemands, on a eu au départ la Mercedes 190 puis la classe C, et chez BMW on avait la E30 puis la E36, donc elle était un peu à cheval entre les deux générations. Et chez Ford, moi je trouve que Ford c'est un peu inférieur généralement aux Opel. Ford présentait donc la Mondeo à partir de 93, et avant c'était la Sierra. La Sierra qui était la concurrente de celle-ci. Pour moi la Sierra était bien en dessous, même la Sierra, enfin les dernières séries de Sierra, je trouve qu'elle était un petit peu en dessous en termes de présentation et de qualité de fabrication. Alors c'est globalement pas la joie chez Opel. Malgré tout, ils avaient à la différence souvent des autres Allemands, le plaisir de nous mettre des intérieurs clairs qui, on va dire, amélioraient un petit peu l'ensemble, qui faisait un peu de clarté, un peu de gaieté. On avait plutôt le gris japonais que le noir allemand sur ces voitures-là. Alors bien sûr la console centrale était de couleur très noire, mais par contre le reste du tableau de bord et le ciel de toit, qu'on peut voir ici, était assez gris. La finition GLS proposait un intérieur en velours qui paraît aussi bien les sièges que le panneau de porte quasi complet. Le reste du panneau de porte, on peut voir ici qu'il est entouré de plastique. Haut-parleur et haut-parleur à côté, hop, je sais pas si je vise bien avec mon doigt, mais haut-parleur à côté de la plage arrière. Donc on bénéficiait de 6 haut-parleurs avec un système audio cassette. On pouvait avoir un système audio CD en option. Celle-ci ne bénéficie pas de la climatisation, mais on pouvait avoir la climatisation sur les GLS. Également la GLS, c'est une série qui est relativement rare, puisque, en tout cas sur les dernières séries comme ici, puisque on avait plus souvent les séries Cool Line. C'était des séries spéciales, c'était grosso modo des GLS avec quelques petits équipements mais des détails en moins. Par contre pour le même prix ou un peu moins cher même, elles avaient la climatisation. Là on a un premier propriétaire qui a préféré s'offrir une GLS jante alu plutôt qu'une Cool Line climatisée. Donc on avait ici le panneau de ventilation, bizarrement compréhensible, puisque là on peut voir il y a plusieurs positions pour la ventilation de pare-brise. Ici on a une deuxième ventilation générale, la diffusion sur les pieds ou la tête, et là le réglage chaud-froid. L'ordinateur de bord était plus ou moins complet, on avait plusieurs niveaux de tableau. Donc là ici on a la température extérieure, c'est assez rare hein, sur une voiture des années 90, du début des années 90, d'avoir la température extérieure. Une horloge numérique, souvent c'était des horloges de base, et parfois certaines avaient un ordinateur de bord plus complet avec des touches. Ici quand on avait l'airbag, on n'avait pas ce petit rangement supplémentaire, on avait l'airbag. Ici on a un rangement plus une boîte à gants inférieure présente ici, donc bien robuste, on sent la qualité. Boîte à gants qui ferme à clé ici avec la clé de contact. Clé de contact classique de chez Opel avec, alors là j'ai pas changé la pile, mais au bout ici, dans les petits accessoires, si on appuyait au bout, on avait une lumière infrarouge qui s'allumait pour éclairer potentiellement la serrure si la voiture se retrouvait dans le noir.
Je le disais tout à l'heure, le volant a 3 branches, au design un peu sportif. Certaines avaient le volant cuir, celle-ci ne l'a pas. Et cet exemplaire est vendu donc avec une boîte de vitesse Aisin, donc une boîte de vitesse japonaise de très bonne qualité. C'est pas les boîtes de vitesse GM pas terribles, on est sur une vraie boîte Aisin, une boîte japonaise à 4 rapports, donc c'est la vraie boîte automatique à convertisseur. A priori c'est pas la boîte la plus rapide, par contre en termes de solidité, de fiabilité, c'est des trucs qui durent des centaines de milliers de kilomètres sans aucune difficulté. Et on peut voir ici qu'on a le bouton sport, qu'on a tendance à facilement enclencher quand on bascule le levier d'avant en arrière. Le mode neige qui permet de rester à des régimes mesurés et pas forcer l'accélération. Derrière, on va trouver une poignée de frein à main également en plastique. Quelques ranges pièces ou jetons. Là, j'ai gardé un jeton exprès, on peut le mettre ici. Les 2 vitres électriques plutôt mal placées entre les sièges, mais les habitués des 206 et Saxo ne peuvent que ne pas être perturbés. Sur la partie arrière, encore un rangement. Certaines pouvaient avoir un accoudoir et à l'arrière un cendrier, mais ça on va les voir juste après. Et donc à gauche du tableau de bord, on va trouver les boutons pour les anti-brouillards, les boutons pour les feux, à la demande classique avec la commande ronde. Donc là, les Allemands ne sont pas perturbés. Donc on a un équipement qui est quand même assez complet pour une berline familiale des années 90. Peinture métal, jantes alliage, les chromes, les anti-brouillards avant-arrière, les baguettes de protection latérale, un système audio 6 haut-parleurs, un volant 3 branches, une sellerie velours. Équipement complet. Là il me manque, j'ai commandé j'avais le bouton de rétroviseur qui marchait pas. Ici vous avez le bouton de rétroviseur électrique, parce que pareil c'était pas quelque chose de très courant, les rétroviseurs électriques et chauffants. J'ai commandé le bouton, je le mettrai quand je l'aurai reçu. J'ai testé, d'ailleurs j'ai mal remonté ça, je le referai proprement plus tard, mais j'ai testé. Bon bref, c'est le bouton qui était HS. Donc on a quelque chose de plutôt bien construit dans l'ensemble, qui n'a pas du tout, alors ça a vieilli dans sa présentation, mais qui n'a pas du tout vieilli en termes de qualité. Il n'y a pas sur ces voitures-là des problèmes de fissures de tableau de bord ou quoi que ce soit. Et dans l'utilisation même, je suis très surpris de la qualité des sièges. Je suis extrêmement bien assis. Alors le genou, aucun problème, ça ne touche rien du tout. C'est la pleine place, aucun problème de ce côté-là. Les sièges vont quasiment derrière le genou, donc on est plutôt bien installé. Les baquets sont plutôt très performants, je trouve, pour des sièges d'une voiture bas de gamme, entre guillemets. Enfin, on n'est pas sur une voiture de sport, hein, on est sur une voiture conventionnelle, et je trouve les sièges plutôt très bien dessinés. Moi, c'est une voiture que j'ai ramenée personnellement de Limoges, donc j'ai fait 500 km, quoi, grosso modo, d'une traite, sans aucune fatigue. C'est assez surprenant. Les sièges sont vraiment... il y a des sièges de voitures modernes qui devraient largement s'inspirer de ça, parce que c'est suffisamment ferme, suffisamment souple, suffisamment maintenu, suffisamment large, suffisamment long. Il est quasi parfait ce siège. On n'est pas loin de la qualité des sièges Recaro, donc ça c'est vraiment bien de ce côté là, je trouve. Et après, en termes de place, bah c'est pareil, comme très souvent sur ces voitures de ces générations-là, c'est ni trop petit ni trop grand, c'est pour moi la juste taille. On a le tableau de bord qui revient suffisamment, mais pas trop pour se garder de la place. On a un accoudoir sur la porte qui est plutôt bien placé, donc vraiment je trouve que c'est une voiture qui est plutôt bien étudiée dans son ensemble pour pouvoir conduire sereinement plusieurs centaines de kilomètres, ou pour pouvoir faire un parcours de ville, puisque je trouve également globalement la visibilité plutôt bonne. Un petit grief cependant, c'est au niveau des rétroviseurs. Ça c'est un petit peu petit, c'est dû au fait que pour l'aérodynamique, hein, quand je le disais tout à l'heure, l'aérodynamique a coupé un peu la taille des rétroviseurs. C'est peut-être le seul reproche que je peux faire sur cette voiture de ce côté-là. Sinon la visibilité est plutôt bonne. Et en version à haillons 5 portes comme ça, pas de difficulté particulière. Également, ce qui est plutôt correct, alors il n'y a pas de fantaisie, c'est le compteur, c'est très Opel de ces années-là. De gauche à droite, le compte-tour, le compteur de vitesse en son centre. Celui-ci est gradué à 220, en fonction des versions, ça va de 200 à 260. Et sur la partie droite,
pas de fantaisie non plus, on va retrouver une jauge à carburant et la température de l'eau. On peut noter également sur la température d'eau un très grand espace entre le 90 et le 100 degrés. On peut se laisser avoir peur. Moi-même, enfin, qui suis pas un spécialiste des Opel, la première fois ça fait un peu bizarre, mais le ventilateur doit se déclencher autour de 95 degrés et la température de fonctionnement, on va dire, sur autoroute est de 88. Donc ce qui fait qu'on a une aiguille qui va bouger en ville, en tout cas sur une amplitude assez large, et ça fait un peu bizarre sur le coup, mais en fait c'est tout à fait normal sur les véhicules Opel. Notre exemplaire ne bénéficie pas malheureusement des vitres arrière électriques qui sont réservées à la finition CD. Donc j'ouvre manuellement ma vitre arrière. Et on peut voir que là, par contre, ils ont été très pinces sur l'ouverture de la fenêtre. Il y a très peu d'amplitude d'ouverture. Malgré tout, étant donné qu'on a quand même une surface vitrée assez importante sur cette voiture, on ne va pas être trop claustro à l'arrière. Pareil sur la version GLS qui n'est pas une version très haute, on n'a pas les appuis-têtes à l'arrière sur la banquette qui sont également réservés aux versions CD et CDX. Et donc à l'arrière de cette voiture, et quoi dire de plus, si ce n'est qu'il y a quand même de la place. Moi, la position du siège est là quasiment la plus basse possible sur cette Opel. Malgré ça, mes pieds rentrent sous le siège, donc j'ai pas mal de place. Là, si je ferme la porte, j'ai la même sensation de lourdeur de porte. Autre accessoire très peu courant dans les années 80-90, le réglage en hauteur de la ceinture, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On peut régler les ceintures en hauteur, c'est très rare comme accessoire. Là on le voit bien là ici, si j'appuie sur la commande, je peux régler en hauteur les ceintures, c'est très rare ces petites choses là. Tout à l'heure je parlais du cendrier, on n'a qu'un seul cendrier sur cette Vectra. La porte sinon est dénuée de tout accessoire, il n'y a rien du tout si ce n'est l'ouverture de la porte, le loquet et pour la vitre, mais sinon il n'y a rien du tout, un petit accoudoir. C'est assez vide. Les concurrentes françaises souvent proposaient un cendrier de chaque côté. En plus parfois même un haut-parleur. Donc voilà, mais là c'est assez basique de ce côté-là. Par contre, la place disponible est plus que correcte. La banquette par contre je la trouve un petit peu courte. Je pense que les sièges avant prennent un peu trop de place pour la banquette arrière, et ce qui fait que cette banquette arrière est peut-être un petit peu courte pour des adultes. On n'est pas mal installé à l'intérieur, on a plutôt pas mal de place. Alors à 5, forcément le troisième passager va être assez pénalisé, et par rapport au tunnel de transmission, parce qu'un certain nombre de Vectra sont des Vectra dites 4x4. Également par le fait que la ceinture centrale ne soit qu'une ceinture ventrale, donc une ceinture plus limitée dans sa sécurité, mais ça correspondait aux standards de l'époque, contrairement aux ceintures à 3 points des parties latérales. Donc c'est plutôt une voiture pour 4 personnes. Des enfants à l'arrière seront royales dans cette voiture, entre guillemets, vraiment aucune difficulté. On peut mettre 2 adultes hein, sans aucune difficulté. Là c'est pareil, là le siège passager est reculé au maximum. Il y a quand même malgré tout de la place. Là je suis pas au max parce que ma position de conduite n'est pas comme ça, mais en tout cas on est plutôt bien servi dans l'ensemble, malgré quelques petites fausses notes très légères sur cette voiture. Essentiellement dû je pense à pour le cinquième utilisateur éventuel, et la taille des sièges avant qui sont assez importantes. Autre point non signalé, la hauteur ici sous plafond pour le passage est plutôt importante, on n'est pas embêté de ce côté là. Le coffre très conséquent, Trapaski en série sur ces versions GLS, banquette rabattable 2 tiers 1 tiers en série sur ces versions GLS. Les versions de base pouvaient avoir une simple banquette. On peut voir ici également, si j'arrive à soulever le tapis de coffre en 2 morceaux, que l'on a une vraie jante alu. Ça c'est pas des crevards, on a une vraie jante alu en guise de roue de secours, donc 5 jantes alu. Voilà, on est vraiment bien servi chez Opel sur certains détails. Banquette rabattable 2 tiers 1 tiers, l'accoudoir, Trapaski, coffre d'une contenance très importante. On peut voyager avec cette voiture sans aucune difficulté. Je vous garantis que c'est dommage de ne plus en voir autant, parce que comme je vous le disais,
elle présente un certain nombre d'atouts, cette voiture, qui sont qui fera encore envie aujourd'hui. Pour la partie moteur, donc sur cette version 2 litres injection, on a une motorisation on a une motorisation traditionnelle Opel à 8 soupapes, les fameux moteurs OHC, la génération de moteurs avant les versions Ecotec qui sont sorties sur ces Vectra là, mais juste après. Là c'est pareil, c'était la dernière année de fabrication de ces moteurs là. Après on est passé sur des moteurs plus modernes Ecotec de première génération, qu'on avait essayé il y a quelques années sur une Opel Astra Break, mais en version 1,6 litre. Ce moteur, donc c'est un 2 litres 115 chevaux qui équipe aussi les Calibra, entre autres, dans les Calibra d'entrée de gamme. Là c'est un moteur plutôt haut dans ces années là. Il fait 115 chevaux, je le disais tout à l'heure, il est accompagné de sa boîte Aisin. Ici on peut voir la plaque de fabrication, la plaque constructeur de cette voiture. Et donc c'est une boîte automatique à 4 rapports, on peut aussi l'avoir en boîte manuelle à 5 rapports. Là on a l'avantage de la rareté avec cette boîte de vitesse là, et on va les laisser sur route pour se rendre compte de son agrément. En termes de dimension, cette voiture nous offre une largeur au coude de... Est-ce que j'ai bien visé? J'ai peut-être mal visé. De 129, j'ai bien visé, j'avais pas regardé. 129 cm en largeur au coude. En longueur aux jambes, on a 59 cm, c'est plutôt intéressant en termes de taille, de longueur. La longueur coffre est à 85 cm et la largeur au plus petit est à 94 cm. Donc on a une belle surface d'habitabilité dans cette Opel. C'est donc parti pour le test, pour la conduite de la Vectra 2 litres automatique GLS injection. On ouvre la fenêtre parce qu'il fait 30 degrés là, et il fait un peu chaud. Là, je confirme ce que je disais à la première approche. Une voiture, on est plutôt très bien installé à l'intérieur dedans, on a une très bonne position de conduite. Je trouve qu'on a un très bon ensemble siège conducteur, position du volant. Elle est très agréable de ce côté là. Le volant est brûlant, il fait bien chaud là au soleil, le soleil tape fort. Donc c'est vraiment une voiture bien conçue de ce côté-là. La position de conduite vraiment est bien, le siège très agréable, ni trop mou ni trop ferme, suffisamment renforcé. Vraiment là, c'est vraiment une bonne surprise de ce côté-là. Les commandes tombent plutôt bien sous la main. Donc ça aussi, ça en fait une voiture que je trouve bien étudiée. La ventilation peut être efficace. Il manque la clim dans les standards d'aujourd'hui, mais certaines Vectra l'ont. Celle-ci ne l'a pas malheureusement. Après, sur des voitures de 30 ans, des fois, c'est plus souvent le cas d'ailleurs, les climatiseurs sont en panne. Sur les annonces, quand vous voyez juste une recharge à faire, moi qu'il ait changé tout le circuit, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas juste une recharge à faire. Ça ne se vide pas comme ça. Allez-y monsieur. Après la boîte de vitesse
semble assez souple. Les passages de rapport se font sans aucune difficulté, c'est vraiment fluide. Je suis pas capable de vous dire si là je suis en deuxième ou troisième parce qu'on sent rien du tout. Par contre on sent aussi que, alors je sais pas si c'est le moteur qui semble un petit peu feignant entre guillemets ou si c'est la boîte de vitesse qui mange de la puissance sur cette voiture. Mais j'ai l'impression là que c'est une voiture qui est vraiment faite pour avoir une conduite coulée. Et que si on cherche à la brusquer, à mon avis, elle va pas tellement aimer ça. Par contre, si je lèche à peine l'accélérateur avec mon pied, là, elle est dans son élément. La direction assistée est, comme toujours dans ces années-là, lourde, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on la sent bien dans la main. Moi, j'ai une tendance à préférer ces directions-là plutôt que les directions électriques qui m'offrent pas ou peu de feeling avec la route. Là, c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est un des défauts évidents sur cette voiture. La suspension paraît très souple. Alors bon, je sais pas si les amortisseurs sont usés ou pas. En tout cas, au contrôle technique sur le banc et tout, il n'y avait rien qui laissait transparaître une réelle usure de ce côté-là. Les graphiques, etc. étaient largement dans les tolérances. Mais on sent que la souplesse de suspension est de mise. Et même si je changeais les 4 amortisseurs pour en mettre des neufs, en restant dans le principe de la configuration d'origine, je parle toujours de voiture d'origine, on aurait une voiture qui serait moins bien suspendue que la 405 par exemple, qui faisait référence à ce moment-là en termes de berline. En termes de berline, les fameuses berlines 2 litres, à l'époque on disait dans les essais presse, il y avait ça, il y avait la catégorie des berlines 2 litres. Donc là c'était toutes ces voitures là qui faisaient entre 110 et 130 chevaux. Et là on était à fond dedans. La 405 phase 2 en 93-94, la SRI boîte automatique, elle faisait 123 chevaux. Elle avait perdu son 1,9 litre 125 pour le 2 litres 123 des 306 XSI. La Xantia a été la nouveauté du marché à ce moment-là. Elle avait le même moteur en finition VSX. Alors elle était plus moderne, forcément elle venait de sortir. Elle avait 1 an de carrière à ce moment-là. Au moment où la personne s'est acheté neuve cette Vectra. Pareil pour la Mondeo en 2 litres. Renault sortait les derniers exemplaires de R21. Souvent sur les dernières séries c'était les managers, les Symphony ou les Alizé. On avait le choix entre ces versions là en fonction la Symphony c'était celle qui mettait l'accent sur le système audio. L'Alizé c'était la clim. La Manager je sais plus, mais je crois que c'était avant la Manager. C'était un peu les stars du marché à ce moment-là, hein, des voitures en catégorie 2 litres. Puis après, il y avait les voitures en classe supérieure, les classes C, les E36. Et puis en dessous, on avait Seat qui proposait la Toledo. On commençait à voir apparaître les coréennes. Voilà. Donc, je confirme, hein, une tenue de route qui est sécurisante, hein, en soi. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de danger à la menée, mais on voit que c'est quand même nettement moins précis qu'une 405 contemporaine. Elle est plus proche de la R21, mais la R21 avait globalement un meilleur châssis, mais la R21 proposait un peu cette souplesse de suspension et avec plus de précision dans le guidage. La Laguna 1, quand elle est sortie à ce moment-là en 94, juste après, là pour le coup elle était vraiment devant. C'est là où la Vectra accusait vraiment les années, parce qu'en 94 elle avait déjà 6 ans, forcément elle arrivait en fin de carrière. Hormis ça, le silence de fonctionnement est très très bon. Là je suis à 1500 tours approximativement, je suis à 80 km/h. J'engage la côte. Alors là, au moment où je tourne, comme d'hab, j'ai pas fait la vidéo d'accélération, vous l'avez déjà vu par rapport au montage. Il me semble que le moteur est feignant, ou la boîte, enfin je sais pas lequel des deux est le plus problématique, entre guillemets. Je pense que c'est un peu des deux. C'est pas un moteur qui aime les hauts régimes, c'est un moteur un peu à l'ancienne, qui n'aime pas être brusqué du tout. Vas-y mon ami, n'aie pas peur d'accélérer. Et quand on n'est pas en mode sport comme ça, c'est une voiture qui a tendance à passer les vitesses vite à 3000 tours pour préserver l'économie et le silence de fonctionnement et la souplesse également. C'est pas un mauvais point, hein. Simplement c'est un fait. Et je pense que du coup en termes de chrono elle est pas terrible, malgré le fait de l'avoir passé en mode sport. C'est mon avis, hein. Mais hormis ça, si vous n'êtes pas à la course au chronomètre, si vous êtes simplement en quête d'un young timer sympa, là, ça se conduit à une main, ça fait pas de bruit, les bruits de vent sont préservés, il n'y a aucun bruit de plastique, hein. On a la preuve là en vidéo, franchement il y a une belle qualité de construction, il y a une belle qualité de sellerie, les mousses sont pas affaissées, rien. Alors elle n'a pas non plus énormément de kilomètres, mais bon, elle a quand même 30 ans, même plus de 30 ans, elle a 130 000 km, un petit peu moins. Mais franchement là, sans peine, je peux faire des kilomètres avec cette voiture sans aucune difficulté. C'est quelque chose de... C'est une voiture qui vous accompagnera longtemps si vous souhaitez vous emporter acquéreur, parce que bon, évidemment c'est un produit qui est extrêmement rare aujourd'hui sur le marché. Celle-là est en vente en ce moment, enfin pas encore d'ailleurs quand je fais la vidéo, je vais la mettre en vente là. Alors je sais pas si quand la vidéo sera publiée si elle sera en vente ou pas, mais bon, en tout cas c'est une voiture que je vais vendre. Alors le point numéro 1 sur ces voitures là, c'est la corrosion. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup disparu aussi. Elles ont eu une tendance à la corrosion. Celle-ci est préservée parce qu'elle a été bien stockée dans une région favorable. Puis c'est des voitures qui ont eu une carrière en seconde main dans les pays de l'Est et en Afrique assez importante. Preuve aussi de leur fiabilité, de leur solidité. Ils sont appréciés là-bas. Mais les quelques exemplaires qui restent chez nous sont très souvent fatigués, sont rarement au niveau de cette voiture. Donc bon, c'est toujours pareil, hein. Toute voiture est question de compromis, question d'avantages et d'inconvénients. Aucune n'est parfaite. L'avantage c'est d'avoir éventuellement un young-timer complètement décalé et tout en étant absolument raisonnable dans son fonctionnement. L'inconvénient ça va peut-être être une difficulté à trouver des pièces, bien que moi les quelques choses que j'ai eu à remplacer sur cette voiture en 24 heures j'ai eu les pièces, hein, donc c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que trouver des pièces
peut-être un peu spécifiques, peuvent être un peu plus... en tout cas, ça peut faire un peu plus peur qu'une 405. Mais en même temps, la qualité de fabrication est nettement supérieure. Bon, voilà, tout est question de compromis. Et pour moi, cette voiture, ça a été plutôt une bonne surprise. Je sais pas s'il y a réellement des grands fans de la marque Opel. En soi, il doit y avoir quelques clubs qui existent, etc. Mais c'est rarement des voitures qui étaient en tout cas dans les essais presse, à chaque fois qu'elles sortent neuves, ça a rarement été des voitures qui ont été au top dans les classements des journalistes. Bah, moi je trouve que ces voitures qui sont globalement sous-cotées. Franchement, pour l'utilisateur moyen de voiture, c'est des voitures assez nettement meilleures que la moyenne. Et qui s'utilisent sans difficulté. Après, c'est des voitures un petit peu austères et discrètes. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. La fiabilité, elle est plutôt très bonne. La consommation est absolument raisonnable pour une berline de 2 litres de cylindrée. En fonction de l'utilisation, évidemment en ville, c'est une boîte 4, c'est 2 litres injection et il y a un peu de poids à emmener. Évidemment, c'est là où elle n'est pas très à l'aise. On va arriver à 10 litres au 100, mais finalement, c'est pas beaucoup plus qu'une berline d'il y a encore 5 ou 10 ans avec 120 chevaux. Pas une grande différence de ce côté-là. La caméra a chauffé, donc j'ai été coupé en plein élan. Enfin, même les caméras ont chauffé. Il fait trop chaud, ça ne supporte pas. De précision, donc oui, quand on l'utilise normalement 7 litres au 100. Entre temps, j'ai fait la vidéo d'accélération de la voiture. J'ai oublié de mettre le mode sport, donc je pense qu'on peut obtenir un tout petit peu plus de cette voiture avec le mode sport. Donc j'ai toujours pas le chrono évidemment. Et voilà, sinon on a fait à peu près le tour. Me reste à vous saluer, vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à commenter, à aimer, à partager le Garage PTS sur Facebook, YouTube, Instagram. Merci à vous, à bientôt.